Laissez-moi vous raconter cette scène qui a duré 1 heure et qui est assez significative. J'habite dans le Midi. L'été dernier, il fait très chaud. Je gare ma Twingo sous un platane et je vais au resto. Les cigales, c'est bien, mais quand il y en a trop, moi j'ai besoin d'une aspirine. Je me fais un petit coca, parce qu'il fait tellement chaud, une petite salade avec de l'huile d'olive, c'est normal, je suis dans le pays de l'olivier. Une petite omelette aux truffes, ça aussi c'est normal, les truffes c'est dur à trouver à Paris, mais chez nous c'est très fréquent. Tarte pomme cannelle, un doigt de gin offert par le patron, un petit café et un morceau de nougat qui vient avec, ça c'est traditionnel chez nous. C'est fini, je prends mon carnet de chèques et mon bic, je signe le chèque. Terminé. Combien il y a d'arbres là-dedans ? J'en compte 8 qui viennent d'Europe. Le platane, l'olivier, le chêne, pour les truffes forcément. Le pommier, le genévrier, le pin sylvestre. Qu'est-ce qui vient faire là-dedans, le pin sylvestre ? C'est le papier du carnet de chèques. L'amandier et le saule pour l'aspirine. On a copié cette molécule. 8 d'Europe donc, 2 d'Afrique, le collatier et le caféier, 2 d'Amérique, la coca et l'EVA. L'EVA, pourquoi l'EVA ? Parce que même une petite voiture comme une Twingo, les flancs des pneus, le pneu lui-même étant synthétique, mais le flanc des pneus continue à être renforcé par du caoutchouc naturel. Et 2 d'Asie pour finir, le canélier et le ricin. C'est assez étonnant, quand vous avez un bic, vous avez un tube rigide qui est de la matière plastique banale, et dedans il y a un tube souple qui contient l'encre et qui est faite en rilsan, c'est-à-dire une matière plastique qui vient du ricin. Mais bon, alors, 14 arbres au total, mais en réalité beaucoup plus que ça. Je pense au carburant que je mets dans ma Twingo. Alors là, c'est innombrable, et puis c'est des espèces d'arbres qui ont disparu depuis longtemps et qu'on n'arrivera pas à identifier. Et puis l'air que je respire, c'est aussi des quantités d'arbres. Bon, bref. Et puis, il y avait la table et la chaise, enfin tout ça. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est entouré d'arbres qui nous rendent les plus grands services jusque dans les petits détails de la vie quotidienne. Mais voilà, ils ne le disent pas. Ils font ça sans même le mentionner. Mais alors, s'ils nous rendent tant de services, pourquoi l'être humain est-il si haineux à l'égard des arbres ? Je ne parle pas des gens d'ici, en tout cas pas ceux qui sont dans cette salle, mais moi je vis au quotidien le drame de la déforestation tropicale, et je peux vous dire que dans le monde entier, il y a des gens qui méprisent les arbres et qui les utilisent comme la matière première d'un négoce. Merci Jens, où est-ce qu'il est, d'avoir rappelé que Deleuze, pour qui j'ai le plus grand respect, n'aimait pas les arbres. C'était les arbres d'avant, grand-père. Sans doute, sans doute. Eh bien, c'est dommage qu'on ne puisse plus lui montrer ceux qu'on a maintenant. Pour Deleuze, l'arbre, c'était le symbole même de la centralisation tyrannique. Alors, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Sartre. Pour Sartre, les arbres, c'était des vies ratées. Il les compare à des insectes retournés sur le dos et qui n'arrivent pas à se remettre droit. Alors il dit, s'il y avait 1 ou 2 vies ratées, ça ne serait pas trop grave, mais il y a des millions de vies ratées. Il est entouré d'arbres, quand il va au jardin du Luxembourg, par exemple. Ronald Reagan, il a appris, comme tout le monde, que les grands arbres des forêts équatoriales émettaient des molécules volatiles, une biochimie extrêmement variée, mais parmi laquelle il y a des molécules qui ne sont pas très honnêtes, comme le méthylmercaptan. Et Ronald Reagan, il a dit, eh bien, j'en étais sûr,
il pollue autant que les 4x4. Le pire, c'est Beckett. Non, attendez, pas Beckett lui-même, qui adorait les arbres. Mais il a, en attendant Godot, un personnage qui s'appelle Estragon, et qui dit « Un arbre, ça ne sert à rien, ça ne peut servir qu'à se pendre. » Moi, c'est mon quotidien, c'est de lutter contre la déforestation tropicale. Et je peux vous dire que ce n'est pas commode, parce que dans les zones où je vais, toutes les 5 minutes, rugissement de tronçonneuse et l'espèce de séisme, ça fait réellement un tremblement de terre. Les énormes arbres qui tombent au sol et vous sautez comme ça parce que ça fait comme un caillou dans une mare. Alors là, c'est la matière première d'un négoce. L'arbre est la matière première d'un négoce. Et ça suppose tout de même un profond mépris. La déforestation, c'est quelque chose de monstrueux. Sumatra, Bornéo, qui étaient des grandes réserves de forêts naturelles quand j'étais enfant, et maintenant il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus que des forêts profondément dégradées ou des plantations d'arbres, d'ailleurs des arbres souvent un peu douteux. Mato Grosso, c'est effrayant, le Mato Grosso, alors là, il n'y a plus un arbre à perte de vue, il n'y a plus que du soja transgénique, qui n'est d'ailleurs pas pour les Brésiliens, qui est, si j'ai bien compris, pour la Chine. La Papouasie. Il y a encore 20 ans, la Papouasie, c'était voilà, la dernière relique des grandes forêts primaires avec un taux d'endémisme énorme. Eh bien, il faut comprendre que maintenant, la Papouasie est le pays du monde qui exporte le plus de bois tropicaux. Une déforestation tropicale, pour moi, c'est un viol. C'est un spectacle insupportable, impardonnable. Parce que pour sortir quelques troncs que ces gens n'ont pas eu la peine de planter, n'est-ce pas, puisque c'est de la forêt naturelle, pour sortir quelques troncs, on fait des ouvertures facilement larges comme cette pièce. Ouf, ça m'énerve. Je me suis intéressé aux raisons des abattages illégitimes. Les raisons affichées, pas les vraies raisons, celles qu'on dit. À Montpellier, où j'habite, la municipalité fait abattre des grands arbres en nous disant ils étaient creux, ils étaient malades, ils étaient dangereux, il fallait surtout éviter qu'ils tombent sur le public. Bon, mais moi je vais voir les arbres quand ils sont au sol. Ils étaient en parfait état et ils étaient prêts à nous enterrer tous. Le plus amusant, c'est Paul Claudel. Paul Claudel adorait les arbres, mais il avait un voisin qui ne les aimait pas. Le voisin avait un énorme tilleul sur son gazon, et un matin, Claudel a le désespoir de voir l'arbre tomber. Alors il va voir le voisin, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous reprochiez à ce magnifique tilleul ?» Et le mec, il dit « D'abord, ça faisait de l'ombre à mon gazon, et ensuite, il était infesté de rossignols. » Texto. Bon, les raisons, ça c'est les raisons affichées, les raisons réelles sont laides. Je crains qu'au niveau mondial, encore une fois je ne parle pas des gens qui sont ici, mais au niveau mondial, les maîtres mots de nos relations avec la nature, maîtriser, dominer, soumettre, soy yo el macho. Et alors en plus, l'homme se donne le beau rôle. Si vous allez dans une école forestière, vous aurez la surprise de voir qu'on enseigne des choses comme celle-ci. Un arbre, si vous ne le taillez pas,
il va s'étouffer et mourir. Une forêt, si vous ne l'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. C'est clair, c'est le primate humain qui tient tout ça à bout de bras. Alors que les arbres et les forêts datent de 380 millions d'années, et nous, on a 150 000 ans. Ça ne nous empêche pas de nous donner le beau rôle. Alors, un petit mot sur les arbres dans les villes, parce que c'est une question qui revient très très souvent. Il y a un véritable problème de sécurité. Je comprends, le maire d'une ville, il ne peut pas laisser faire, il ne peut pas admettre que les arbres tombent sur les gens. Les Français se souviennent de ce qui s'est passé en 2001, juillet 2001, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. À Strasbourg, un grand arbre tombe sur un concert en plein air. 11 morts. C'est dramatique. Comment faire pour que les arbres en ville ne soient pas dangereux? C'est simple, ne jamais les tailler. Sauf le bois mort, bien sûr. Le bois mort, ça peut être assez dangereux, puis évidemment, c'est fait pour tomber. Mais il faut laisser tomber ce genre d'idée. On rajeunit un vieil arbre en le taillant. C'est une idée que je m'y heurte encore partout, tout le temps. Tous les arboriculteurs me disent ça. Il faut laisser tomber. L'arbre qu'on taille devient dangereux. Personnellement, je ne vois pas de différence entre couper une grosse branche vivante et couper la patte de mon chien. Si vous voyez une différence, ça m'intéresse. Bon, alors il y en a un qui crie et l'autre pas, mais ce n'est pas une vraie différence. Il y a une ville en France. Alors oui, je discute souvent avec les gens des espaces verts. Je leur dis, mais pourquoi vous taillez? Ouf, ils ne s'attendent pas à cette question. Alors ils font un conciliabule. Et au bout de quelques minutes, il y en a un qui vient me dire, nous taillons parce que nous avons toujours taillé. Je tiens de Fred Ségur qui dirige les espaces verts du Grand Lyon, une ville où c'est vraiment bien fait. Enfin, je n'ai pas de critique sur le Grand Lyon à ce sujet-là. Il me dit 80% des maladies des arbres en ville sont des conséquences des tailles. Évidemment, que ce soit la patte d'un chien ou la branche vivante d'un grand arbre, vous créez une porte d'entrée pour des parasites et des pathogènes. Il ne faut donc pas s'étonner que l'arbre soit malade. Il devient dangereux. Je voudrais dire aussi que c'est légitime de se demander d'où vient la matière d'un grand arbre qu'on a devant soi. D'où vient cette matière? Quand je pose la question à mes voisins, à Montpellier, à mes amis, ils sont presque unanimes à me dire « mais ça sort du sol ». Non, désolé, ça ne sort pas du sol. C'est de l'épuration atmosphérique tellement abondante que ça devient visible. En plus, c'est de l'épuration gratuite, donc, à mon avis, assez précieuse. Alors, parmi les idées neuves, je voudrais dire un mot de l'architecture des arbres. Pour beaucoup de mathématiciens, je pense notamment à René Thom, qui est mort maintenant, mais avec qui j'avais beaucoup discuté, pour beaucoup de mathématiciens, la cime d'un très grand arbre, c'est le symbole même de l'aléatoire complet. Il n'y a pas de règle à chercher, il n'y a pas de règle simplement. Bon, là non plus je ne suis pas d'accord. Quand j'étais étudiant, en tant que botaniste, on m'avait élevé dans l'idée que pour identifier une plante, il fallait les fleurs et les fruits. Ça, c'est la conception linnéenne de la botanique. Et à cette époque-là, qui est une époque ancienne, quand j'étais étudiant, j'étais botaniste linnéen. J'arrive en Afrique équatoriale. Je vais dans la forêt, aucune fleur, aucun fruit. Bon, il y en a, mais ils sont à 60 mètres au-dessus de moi, j'y ai pas accès. Les seules fleurs que je trouve, c'est des morceaux tombés au sol.
et je ne peux même pas savoir de quel arbre il est tombé. Alors comment je fais? Je ne peux pas identifier les plantes. La botanique linéenne ne fonctionne pas. Un chef baoulé m'a rendu le plus grand service. Oh, c'est un très très bon souvenir. Je lui dis, chef, qu'est-ce que c'est que ce grand arbre qui est là-bas? Il me dit, c'est un framiré. Mais je lui dis, chef, comment vous faites? Vous avez vu les fleurs? Les fleurs, il me dit. On n'en a rien à foutre des fleurs du framiré. Je ne sais même pas s'il y a des fleurs. Mais enfin, c'est facile de voir que c'est un framiré. Vous avez comparé avec celui-là qui est un dabéma et celui-ci qui est un abalé. C'est pas du tout pareil. C'est comme ça qu'est née une méthode africaine d'identification des arbres sur l'architecture. Donc chaque espèce, malgré ce que disait René Thom, chaque espèce a un programme génétique de croissance et de développement. Alors évidemment, comme il y a 100 000 espèces d'arbres sur cette planète approximativement, il n'y a pas 100 000 programmes différents. Il y en a 24 en fait, on en a trouvé 24. Je vais vous en présenter quelques-uns. Les feuilles sont là, et en vert j'ai mis la sexualité, elle est latérale dans ce cas-là, c'est sur les côtés du tronc, ce qui permet au tronc de continuer à pousser. Ça c'est complètement différent. La sexualité est en position terminale, et une fleur au sommet d'un axe, c'est comme si vous coupiez cet axe avec un sécateur, plus question qu'il pousse. La seule solution, c'est de mettre en place des relais. Et bien les relais, ils font pareil, ils ont une floraison terminale, et puis ça fait des relais comme ça. Voilà. Ça, c'est un deuxième modèle architectural. Ça, c'en est un troisième, un tronc vertical, et des étages de branches. Ça n'en donne pas tout le temps, ça donne juste des étages de branches. Si vous pensez à un pin, c'est facile de voir que sur un tronc de pin, les branches ne sont pas n'importe où, il y a des groupes de branches bien séparés par 1 mètre ou même 1,50 m de tronc nu. La sexualité, elle est latérale. Alors, j'insiste pas, il y a 24 formes, 24 programmes génétiques de croissance chez les arbres. Je voudrais juste vous montrer que dans les tropiques humides où je travaille, il y a aussi des formes de croissance extrêmement sophistiquées, on dirait cannulées, incroyables. La plante est très connue, c'est le cacao. Theobroma cacao. Mais c'est vraiment très très compliqué un cacao. Et les fleurs sont sur le tronc, sur la base du tronc. Donc, à partir de ces 24, le défi maintenant, ça serait de trouver une plante qui ne tienne pas dans ces 24. Mais je n'insiste pas sur ces questions de programme, parce qu'il y a autre chose de plus important encore que nous, on appelle la réitération. C'est-à-dire la possibilité pour un programme génétique de croissance et de développement de voir apparaître un autre programme, ou plutôt une autre copie du même programme. Ça se voit très mal, excusez-moi, mais c'est d'une telle simplicité que vous allez comprendre. C'est un tronc avec un rejet. Extrêmement banal. Extraordinairement banal. Et le charme du métier de botaniste, c'est de comprendre que c'est un changement extraordinaire. Ça, c'est un arbre jeune qui pousse sur un vieil arbre. Ce n'est pas une graine qui germe. Il n'y a pas de graine là. C'est un bourgeon qui est resté longtemps dormant et qui se réveille. On voit le tronc de ce jeune arbre, on voit ses feuilles, et si vous lui fichez la paix et que vous le laissez pousser, il va donner des fleurs. Donc c'est un arbre complet. La question de ses racines est intéressante. Évidemment, on ne voit pas ses racines. Seulement, vous ne les voyez pas non plus sur un arbre qui est planté dans un pré. Pour trouver les racines, il faut un minimum d'investigation. Prenons un scalpel bien affûté et retirons les parties mortes et puis les parties vivantes qui sont en dessous. Creusons jusqu'au niveau le plus humide. C'est bien normal que ça soit là qu'on trouve les racines. Eh bien, on les voit. Un point qui me paraît biologiquement très important, c'est que ce rejet, c'est un parasite.
sur le plan hydrique, pas sur le plan photosynthétique puisqu'il a des feuilles. Mais au moins provisoirement, il est parasite en ce qui concerne l'eau. Il prélève son eau sur l'arbre porteur. Nos anciens avaient très bien compris ça. En français, on appelait ça des gourmands. Les Anglais disent sucker, c'est pareil. Les Espagnols disent chupón. ¿Verdad, no? Chupón, alguien que se come mucho. Mais j'aime beaucoup l'italien, succhione. Voilà, ils avaient parfaitement compris ce caractère parasite du rejet. Nous appelons ça réitération maintenant, parce que nous n'insistons pas tant sur le côté parasitaire, qui d'ailleurs ne va pas durer longtemps, mais sur l'idée d'une nouvelle copie du programme génétique de croissance et de développement. C'est ça qui me paraît le plus intéressant. Le côté parasitaire va s'atténuer très vite, pour une raison simple, c'est que, là c'est déjà comme ça, la racine qui est vers le bas, elle va pousser très rapidement, et les autres ne poussent pas beaucoup. Par conséquent, ce petit organisme, il va se relier au sol, et même son alimentation hydrique, elle sera redevenue tout à fait normale. À ce moment-là, les réitérations travaillent au profit de l'arbre qui les porte. Il faut se faire à cette idée un peu dérangeante qu'un grand arbre n'est pas un individu, mais une colonie de réitération. Les zoologistes qui s'occupent d'animaux sont plus habitués que les botanistes à cette notion de colonie. Il y a beaucoup d'animaux coloniaux ou coloniaires. Les plus connus, c'est les coraux, bien sûr. Un récif de corail, c'est quelque chose d'énorme, et fait d'une multiplicité de milliards de petits polypes qui sont les éléments constitutifs. C'est pareil ici. Et une caractéristique du récif de corail, et en général de toutes les colonies animales, c'est que la colonie vit plus longtemps que l'individu qu'il constitue. Il en va de même chez les arbres. Ces arbres modernes, j'ai fait un petit croquis assez mauvais ici, ils vivent très longtemps. Ce n'est pas chacune des réitérations qui vit longtemps, mais c'est l'ensemble. Quand j'étais étudiant, enfin ça date de très longtemps, les plus vieux arbres avaient 5000 ans. Les Pinus longeva des White Mountains de Californie, 5000 ans, on était très impressionnés. 5000 ans, c'est l'âge des pyramides d'Égypte. Ça veut dire que ces arbres-là avaient germé quand Pharaon faisait construire son tombeau. Mais c'était un record tout à fait provisoire. On est passé à 10 000 ans, à 12 000 ans, à 30 000 ans, à 40 000 ans. Maintenant, on en est à 43 000 ans. C'est un record provisoire, sans doute. Il s'agit de l'Omassia tasmanica. C'est une plante qui pousse assez loin d'ici, puisque c'est en Tasmanie. 43 000 ans, je trouve ça très impressionnant, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas une espèce humaine comme maintenant, il y en avait deux. La nôtre, qui était déjà là, et Néandertal. Il y avait Cro-Magnon et Néandertal. Eh bien voilà, un arbre qui a germé à l'époque des Néandertaliens, il est encore parfaitement vivant. Il faut savoir que les arbres qui vivent si longtemps, ce n'est pas des énormes arbres, c'est des clones. L'Omassia tasmanica, c'est 3 km d'arbres, tous identiques, issus les uns des autres par des drageons, c'est-à-dire des réitérations venant des racines. Et on arrive à l'idée assez dérangeante là aussi que certains arbres sont potentiellement immortels. Potentiellement, parce que c'est toujours facile de détruire un arbre. Je ne le ferai pas, mais si vous me donnez un bidon d'essence ou une tronçonneuse, même le Lomassia tasmanica, on arriverait à en venir à bout.
Potentiellement immortelle, ça veut dire très précisément que si l'on garde cette plante dans les conditions optimales, dans tous les domaines, elle va manifester son immortalité sans aucun complexe. Si vous allez à Kew Garden, près de Londres, les Anglais sont très bons pour ça, parce qu'ils savent ne pas toucher aux arbres. Il y a des chênes, mais des chênes qui ne sont pas en forêt, qui sont au milieu de grandes pelouses. On ne taille rien, de sorte que les branches basses touchent le sol, et avec le charmant climat qu'ils ont, ça frotte un peu, ça s'enracine, et ça redonne un rond de chêne autour du premier. Et vous suivez ça 4 ou 5 fois déjà. Je crois qu'il est facile de comprendre. Alors, il est possible que le chêne initial soit mort depuis longtemps, mais le clone, il est parti, lui. Il ne va pas s'arrêter. Encore une fois, tant qu'on lui fiche la paix. Voilà, les arbres, pas tous les arbres, mais on a une petite liste d'arbres qui sont potentiellement immortels. Pour toucher du doigt à quel point l'arbre est neuf, je voudrais vous présenter cette approche. Un être humain, ça a, me disent les médecins, une centaine d'organes. Ils ne sont pas tous d'accord sur le nombre, mais ce n'est pas grave. Des organes bien individualisés, faciles à distinguer les uns des autres, et chacun a sa propre fonction. Et il n'y a pas d'hésitation possible. Un arbre, combien d'organes ? 3. D'ailleurs, toutes les plantes, ça se limite à 3. Tiges, racines, feuilles. On le sait depuis Goethe. Ce n'est pas la peine d'en chercher plus. Il n'y a que 3 organes dans ces êtres-là. Comme il y avait très peu d'organes, on est parti sur l'idée qu'il y avait très peu de fonctions. Ça paraissait logique. Logique, mais faux. Parce qu'en fait, ils ont autant de fonctions que nous, et même plus. Rigidité, mais sans squelette. Circulation montante et descendante, mais sans cœur, enfin sans... Quand on parle du cœur d'un arbre, ça n'a rien à voir. Sans pompe, n'est-ce pas ? Pas de bouche, pas d'anus, pas de tube digestif, mais cependant une digestion et une production d'excréments. Pas d'yeux, mais une vision incontestablement, parce que vous mettez une plante dans une enceinte opaque avec juste une petite fenêtre, eh bien la plante va pousser directement. Il faut dire que la lumière étant son aliment principal, il est bien normal qu'elle voit où ça se passe. Pas d'oreille, mais une audition sans aucun doute. Une de mes grandes surprises en arrivant en Chine, le jardin botanique de Xishuangbanna dans le sud de la Chine, la partie tropicale, le directeur me dit « Connaissez-vous la plante qui danse ?» Ah, je lui dis non, mais il va falloir me la montrer vite fait. Donc il m'a amené devant une petite plante qui ne payait pas de mine, un tout petit arbre, Desmodium gyrans, et il y avait plein de Chinois autour, c'était dimanche. Je lui dis « Qu'est-ce qu'ils font ?» Il me dit « Ils font danser la plante. » Effectivement, ils poussaient des chansons très fortes, tapées dans les mains comme ça, et cette plante, on la voyait bouger, les folioles latérales bougeaient comme ça. Si on ne fait plus de bruit, elle attend. Une plante tout à fait étonnante. J'ai beaucoup à dire sur cette plante-là, parce que je l'ai élevée chez moi, avec l'aide des jardins botaniques, et il se passe ceci, que si vous la faites jamais danser, elle va pousser très bien, ça ne la gêne pas. Mais le jour où vous lui demanderez de danser... Par contre, si depuis la germination, vous prenez la peine de la faire danser activement, eh bien elle va danser de mieux en mieux. Il y a un entraînement au sens sportif du terme. Si vous ne me croyez pas, allez sur Internet, la plante est en vente sur un site allemand. Enfin, c'est facile à trouver. Ça s'élève très bien et ça se plaît sous nos climats. Il faut juste le rentrer l'hiver. Pas de nez, mais aucun doute qu'il y ait une olfaction. Ça a été démontré chez la cuscute. Une cuscute, c'est une plante tout à fait étonnante, mais enfin,
si vous lui donnez une gamme de plantes, c'est une plante parasite, donc il faut qu'elle se trouve un hôte. Vous lui donnez une gamme d'hôtes potentiels, elle va droit sur la tomate, même dans le noir. Même dans le noir. Vous remplacez la tomate par un simple coton imbibé de jus de tomate, elle y va droit, même dans le noir. C'est de l'olfaction. Ça va plus loin. Elles n'ont pas de cerveau. Contrairement à ce que disait Darwin, on n'a pas trouvé de cerveau au bout des racines des plantes. Mais cependant, elles manipulent les animaux. Une plante met en place des fleurs très belles, qui sentent très bon. Il ne faut pas croire que c'est pour nous. C'est pour les pollinisateurs, bien entendu. Le pollinisateur, disons que c'est un insecte, il arrive, qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne vient pas polliniser la fleur. Ça, je crois qu'il s'en fout. Il vient se nourrir, parce qu'il sait que dans cette fleur-là, il y aura une ressource extrêmement nutritive, et en plus apparemment très agréable. Ensuite, le fruit se forme. Des belles couleurs, des odeurs alléchantes, ça ouvre l'appétit. Là, c'est des animaux un peu plus gros qui viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent manger. Les animaux, ça mange, mais nous aussi. Hein. Et disséminer les graines de la plante, je crois que l'animal, ce n'est pas du tout son problème. Il fait ça sans même s'en apercevoir. Comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un quelque chose qui vous est utile sans que le quelqu'un soit au courant? C'est de la manipulation. Mais écoutez, s'il y a une fissure dans mon raisonnement, dites-le moi. Et je trouve que philosophiquement, c'est assez excitant de voir un organisme qui n'a pas de cerveau et qui manipule un organisme qui en a un. Pas de corde vocale, bien sûr, mais ça ne les empêche pas de communiquer. C'est devenu un thème de recherche passionnant dans le monde entier maintenant. Il y a des quantités de laboratoires qui s'occupent de la communication entre les plantes. L'exemple classique, historique, 1990, un collègue de l'université de Pretoria en Afrique du Sud, Van Hoven, il s'occupe de l'alimentation des gazelles. Et il a compris que l'aliment unique des grandes gazelles qu'il a autour de lui, c'est les feuilles d'un acacia. D'ailleurs, autour de Pretoria, il y a des acacias à perte de vue. L'animal arrive et il mange 3-4 feuilles d'acacia. C'est normal, c'est son alimentation. Première surprise, ce gros animal ne mange que 20 secondes. Et puis il s'en va. Il a évidemment encore faim, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors Van Hoven, il compare la biochimie des feuilles avant l'attaque et après l'attaque. Elles sont toutes devenues impropres à la consommation, en 20 secondes. Mais le plus étonnant, ce n'est pas ça. C'est que cet animal qui a encore faim, il va de l'acacia A à l'acacia B. Et pour aller de A à B, il remonte le vent. Il remonte le vent. Qu'est-ce qu'il fait Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles qui sont au vent avec celles qui sont sous le vent. Eh bien, sous le vent, elles sont toutes devenues impropres à la consommation alors qu'elles n'ont pas été attaquées. Vous pouvez prendre ça dans le sens que vous voulez. Vous n'éviterez pas cette conclusion qu'un message a été transmis de A aux acacias qui sont sous le vent. Et vous pouvez même affirmer que c'est un message gazeux puisque ça descend le vent. Il a fallu quelques mois de recherche en plus pour démontrer que c'était tout simplement de l'éthylène, donc une hormone végétale assez banale, mais qui a la propriété d'être volatile. Je me rappelle que quand Van Hoven est venu nous expliquer ça en Europe, il y a des tas de gens qui ont dit « oui, mais c'est l'Afrique du Sud, c'est l'autre côté du monde, ça ne nous concerne pas, chez nous, c'est sûrement pas comme ça. » C'est pour ça que ça m'intéresse d'amener un exemple tout récent qui nous vient d'Europe. Espagne. Les collègues de Valencia, sur la côte méditerranéenne, ils ont affaire à des feux de forêt, parce que la forêt méditerranéenne, elle brûle. Moi, je connais ça à Montpellier, hein, surtout cette année. Et ils ont publié sur Internet des photos de paysages totalement carbonisés, à l'exception des cyprès.
Sur ces photos-là, vous pourrez les voir très facilement, les cyprès n'ont pas brûlé. Ça a intéressé les collègues donc, de Valence, et ils expliquent ce qui se passe. Ça, c'est le cyprès. Le feu arrive, et par conséquent, la température du cyprès augmente. À une température qui est encore modeste, 60 degrés Celsius, l'arbre dégaze. Je trouve ça tout à fait étonnant. Il envoie dans l'atmosphère, sous forme de molécules volatiles, tout ce qui, en lui, pourrait brûler. Terpènes, toluènes, alcool, hydrocarbures, etc. Ça part dans l'atmosphère. Et donc, quand le feu arrive, eh bien, le cyprès, il se comporte comme un sac plein d'eau et il ne brûle pas. Bon, alors attendez. Si vous arrivez sur un cyprès avec un briquet, vous pouvez y mettre le feu. Ça brûle très très bien. Mais ce n'est pas contradictoire avec l'histoire que je viens de vous raconter, parce que ce n'est pas une élévation progressive de la température. Le côté le plus étonnant, c'est que toutes ces molécules volatiles, elles descendent le vent, et les cyprès qui sont sous le vent, alors qu'ils sont encore très loin du feu, eh bien quand le feu va arriver, ils ne brûleront pas. Pour un botaniste, c'est une grande surprise, mais en Espagne maintenant, on fait des pare-feux avec des résineux. Très étonnant. La mémoire. On a des indications très étonnantes sur la mémoire. Vous connaissez sans doute les sensitives. C'est vendu dans les supermarchés, ces petites plantes, on touche les feuilles, ça se plie. Et puis il faut attendre une demi-heure pour qu'elle se déplie. OK. Vous élevez une sensitive chez vous. Bonne lumière, bon sol, pas de problème, elle pousse très bien. Mais évidemment, elle n'a jamais reçu la pluie. Vous la sortez. Elle reçoit sa première pluie. Et évidemment, elle n'est pas habituée à ces petits chocs sur les feuilles, et donc elle se plie. Mais comme elle n'est pas idiote, assez rapidement, à la 5e pluie, elle ne se pliera plus. Elle a compris que la pluie, ce n'est pas à craindre, c'est plutôt quelque chose de bien. Bon, vous la rentrez. Et vous l'élevez cette fois-ci pendant 5 ou 6 ans. Vous la sortez. Elle reçoit la pluie, elle ne se plie pas. Pourtant, ce n'est pas les mêmes feuilles qu'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Et donc, on est obligé d'admettre qu'il y a dans la plante, cachée quelque part, une sorte de mémoire. L'anticipation, ça, je trouve ça tout à fait étonnant. Attendez, il me faut un minimum de matériel, là. Ça, c'est une liane avec des vrilles. Par exemple, une vigne, ou une passiflore, ou une brionne, enfin une liane avec des vrilles. Et ça, c'est le support. Évidemment, la liane, comme elle a envie de grimper, elle envoie une vrille vers le support. Et juste avant que la vrille ne touche le support, vous décalez le support 5 cm vers la droite. Cette vrille-là, elle est foutue. Mais la plante met en place une autre vrille et elle va chercher le support à sa nouvelle place. Mais juste avant que la vrille ne l'atteigne, vous déplacez le support 5 cm à droite. Je me dis parfois qu'il vaut mieux que les plantes ne parlent pas. Hein. Quoi qu'il en soit, vous faites l'expérience 5 ou 6 fois et vous avez la surprise que la fois d'après, elle va viser 5 cm à droite. Capacité d'anticipation. Ça nous vient d'un collègue anglais. Bon, mais tout ça, c'est des choses c'est des sens et des fonctions que nous avons en tant qu'êtres humains. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a aussi des sens et des fonctions dont les plantes disposent et que nous n'avons pas. La sensibilité à la marée. Mon collègue Zürcher, Institut Polytechnique de Zurich, il a montré que les arbres, ça contient suffisamment d'eau pour que, bon, le mécanisme n'est pas encore très bien compris, mais il y a suffisamment d'eau dans un arbre pour que l'attraction lunaire et solaire se fasse sentir. Alors quand il y a une attraction, l'arbre est un peu plus haut et le tronc est un peu plus étroit. Et quand l'attraction ne se fait pas sentir,
l'arbre est un peu plus bas et un peu plus gros. Et ça, c'est astronomique. C'est-à-dire qu'avec un annuaire des marées, vous pouvez le prévoir des siècles à l'avance et à la minute près. Plus étonnant encore, la sensibilité à l'arrivée des séismes. Je pense que tout le monde a encore en tête ce qui vient de se passer à Mexico. Bon Dieu, mais il serait temps que l'être humain se réveille et fasse un effort d'imagination. Comment peut-on admettre que de larges fractions de la population mondiale meurent ainsi sous leurs propres décombres? Moi, ça me dégoûte prodigieusement. Alors, c'est bien de savoir qu'au Japon, un collègue qui s'appelle Saito et son équipe équipent des arbres qui leur permettent de prévoir l'arrivée des séismes. La manip est très très simple. Apparemment, n'importe quel arbre fait l'affaire. Saito, il a travaillé sur un arbre dans sa rue, sur un arbre très différent dans la cour de son labo. Il met une électrode sous l'écorce du tronc ou d'une branche et une électrode entre les racines, au bout d'un pieu, comme ça. Les deux fils se réunissent dans une machine à faire des images, et tant que vous avez une sinusoïde régulière, ça va, pas de souci. Mais si la sinusoïde s'emballe vers le haut ou vers le bas, quelque chose de complètement erratique, attention, un séisme est en route. Ça ne vous dit pas, évidemment, la distance à l'épicentre. Donc ça ne vous dit pas combien de temps il vous reste. Mais au minimum, vous avez le temps de sortir dans la rue. Dans le fond, c'est ça qu'il faut. La maison, elle s'écroule, c'est regrettable, mais enfin, on pourra en faire une autre. L'essentiel, c'est de ne pas mourir sous les décombres de sa propre maison. Voilà, je trouve ça très intéressant aussi, et je crois qu'il serait temps, maintenant qu'on a les résultats de Saito, il serait temps que les zones à séisme équipent des arbres, d'autant plus que c'est une manip qui est extrêmement simple. Saito nous dit que si tout va bien, dans quelques années, il y aura à côté de la porte de sortie, comme il y a souvent un petit cadran qui vous donne la température extérieure, et ben ça va vous donner la fameuse courbe. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil avant d'aller faire son marché. On me demande souvent si les arbres souffrent quand on les taille. Désolé, je suis obligé de répondre que je ne sais pas. Et je crois que personne ne sait. Simplement, il ne faut pas déduire de l'absence de système nerveux qu'il n'y a sûrement pas de douleur, puisque vous voyez qu'ils ont les fonctions sans avoir les organes. Alors comment font-ils pour avoir autant de fonctions que nous, et même plus, sans avoir les organes? Avec seulement 3 organes, répétés indéfiniment. L'idée, mais ça n'est pour l'instant qu'une idée, il va falloir tester tout ça, c'est le travail à faire maintenant, c'est que tout est dispersé dans les cellules. C'est au niveau cellulaire que ça se passe. Dans le fond, ce que je voudrais faire, c'est l'éloge de la décentralisation. Nous autres animaux, nous avons une structure terriblement centralisée. Et cette quantité d'organes que nous avons, ça a un gros défaut, c'est que parmi ces organes, il y a des organes vitaux. Et bon, si on me coupe la tête, c'est terminé. N'est-ce pas? Mais vous faites ça à un arbre, il s'en fiche, enfin, il va récupérer une autre tête. C'est complètement différent. Oui, la totipotence des cellules végétales, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté. Vous prenez une cellule sur un être humain, vous la cultivez sur un milieu favorable, il n'y a pas de problème, vous obtiendrez une culture de cette cellule-là. Mais vous n'obtiendrez pas un être humain, ça c'est clair. Vous prenez une cellule vivante d'une plante, vous la cultivez sur un milieu adéquat, vous avez très facilement une culture de ce type de cellule, mais spontanément, une plante va surgir, une plante complète, tige, racines, feuilles, fleurs, etc. Ça veut dire que la cellule initiale, celle dont vous êtes parti, elle était totipotente, alors que la cellule animale ne l'est pas.
Donc l'avantage d'être décentralisé, c'est qu'on n'a pas d'organe vital. C'est très difficile de tuer une plante. Quand je dis ça aux forestiers, ils me disent « Mais non, tu prends une tronçonneuse, tu coupes l'arbre à la base, il meurt. » Pas vrai, pas vrai. Parce que moi, je travaille dans les forêts équatoriales. Faites cette expérience-là. Vous coupez à la base un arbre de forêt équatoriale, le tronc tombe et il va donner des réitérations. Des rejets, si vous voulez, bien alignés. Et puis finalement, le tronc lui-même, il va disparaître. Il va vous rester une ligne d'arbre parfaitement droite. Ça, c'est la partie qui est tombée. La partie qui reste, la souche, elle va généralement émettre des centaines de drageons, comme ça. Vous avez voulu tuer cet arbre, vous vous retrouvez avec une centaine d'arbres. Essayez de tuer un pissenlit. Impossible. Vous l'enfouissez sous 1 mètre de terre. Il va mettre le temps, mais il ressortira. Vous le broyez complètement. Chaque fragment de pissenlit va vous redonner un pissenlit. Le pissenlit, c'est un être impossible à tuer. Et ce qui m'amuse, c'est que dans notre alimentation, excusez-moi, vous avez peut-être faim là, ça apparaît très bien. Des asperges vinaigrettes, un verre de Saint-Émilion, je ne sais pas, une tarte aux pommes, une confiture de groseille. Vous savez très très bien que ça n'a pas tué les plantes qui vous alimentent. Elles sont capables, année après année, de continuer à vous fournir l'alimentation. Un foie de veau, un filet de hareng, un beefsteak tout simplement. Vous avez la certitude que l'animal, il ne s'en remettra pas. Et voilà, c'est ça la résilience que permet la décentralisation. Dans le fond, devenir plante, bon, je crains que ça ne soit vraiment très difficile, mais il faudrait éviter d'avoir une structure centralisée. Bon, je termine avec 3 petites citations parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis le seul à dire des choses comme ça. Michel Serres, « Soyons des arbres ». Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas de l'avoir dit. Voltaire, déjà vieux, retiré à Ferney, il écrit à ses amis parisiens « Je ne fais plus que planter des arbres. Je sais très bien, dit-il, que je suis trop vieux pour jamais profiter de leur ombre ou de leurs fruits, mais je ne vois pas de meilleur moyen de prendre soin de l'avenir. » Superbe. Mandela, Nelson Mandela, 25 ans en tôle à Robben Island, en face de Cape Town. Et il avait la main verte, cet homme-là. Il cultivait des plantes d'abord pour ses co-détenus, puis pour les gardiens aussi, et finalement pour toute la population de Robben Island, c'est-à-dire les familles. Et il a eu beaucoup de monde à nourrir, et il faisait ça très très bien. Et il dit « Je suis en prison, mais mes plantes sont libres. » Coluche, pour finir, parce qu'on a encore besoin de lui. Pour qu'un écologiste devienne président de la République, il faudrait que les arbres votent. Je vous remercie beaucoup. Merci Francis. Bonjour, c'est dans l'actualité, il y a un bouquin qui fait beaucoup parler de lui en ce moment qui s'appelle La vie secrète des arbres. Oh, Peter Wohlleben. Peter Wohlleben. Et je me demandais ce que vous en pensiez, parce que l'Académie d'agriculture de France n'a pas trop apprécié et a relayé une pétition de chercheurs forestiers allemands contre ce livre. Ah, je trouve ça très méchant. Voilà, donc il faut le lire. Mais je sais pas, moi. Je vous donne mon avis puisque vous me le demandez. Je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est un super bouquin. C'est un super bouquin. Bon. Alors, à tout un tas de niveaux, je dois dire que quand j'ai vu dans le métro parisien des grandes affiches en l'honneur d'un livre sur les arbres, rien que ça, c'était une grande satisfaction. Mais en plus, le livre est vraiment bon. J'ai quelques critiques. Excusez-moi, je vous les donne aussi. Il y a un anthropomorphisme qui me gêne. Bon, alors je pense qu'il utilise ça comme un moyen
simple d'attirer l'attention du public. Bon, ça me gêne. Il y a une autre chose qui me gêne, mais ça c'est un peu méchant. Il n'a pas mis les pieds sous les tropiques et il ne dit pas un mot des arbres tropicaux, alors que sur cette planète, l'énorme majorité des arbres sont entre les tropiques. Je crois qu'il en dit un mot tout de même. Non, mais c'est un livre à lire. Hein. Peter Wolleben, c'est très très important. En fait, la boucle est bouclée entre Deleuze, le désaccord que nous avons depuis longtemps avec cette interprétation de Deleuze, qui est une interprétation des métaphores utilisées dans le champ littéraire humain, et pas forcément biologique. Mais je pense que, en fait, c'est très très intéressant de voir que tu rajeunis le modèle, et ce rajeunissement du modèle nous amène vers une question qui est celle du modèle social, du modèle de la constitution d'une pensée collective que représente l'arbre. Car cette multitude de cellules fonctionne tout de même d'une manière admirable, décentralisée, comme tu le dis, mais admirablement productive et créatrice. Ça marche. Intelligente, une intelligence collective. Voilà.